Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, les 10 001 nuits de l'univers avec David Elbaz. Nous vivons un véritable siècle d'or de l'astrophysique. En une vingtaine d'années, une succession de découvertes, comme nous n'en avons jamais connu dans le passé, a révolutionné nos connaissances sur l'univers. L'histoire que nous content ces 10 001 nuits n'est pas seulement celle de l'univers, c'est aussi notre histoire, celle de nos origines, la danse des galaxies qui engendrent des vagues où naissent de nouveaux systèmes solaires, des rivières célestes invisibles, des univers-îles qui voguent dans l'espace, alimentés par des fleuves cosmiques. Si la princesse Scheherazade vivait à l'époque contemporaine, elle nous conterait cette histoire qui, bien que scientifique, dépasse parfois les plus folles aventures des 1001 nuits, un récit qui s'enrichit à mesure que notre regard s'affine. David Elbaz, bonjour. Bonjour, Marc. Alors, David Elbaz, vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, évidemment, articles scientifiques, romans scientifiques, spectacles, des tas de choses. On aura l'occasion de revenir peut-être sur toute cette activité. Et là, vous revenez, parce que vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous parler de la lumière, avec les Russes de la lumière. Et là, on va poursuivre avec vous cette grande envolée dans l'astrophysique, avec ce livre donc paru aux éditions Odile Jacob, Les 10 001 nuits de l'univers, sous-titré La danse du cosmos. Alors, dans ce livre, évidemment, c'est un livre d'astrophysique, on va rentrer un petit peu là-dedans, mais il se présente aussi comme un livre de contes et en même temps comme un livre de poésie. Enfin, on est toujours entre la physique la plus dure, la plus quantitative, et la poésie et l'imagination. Comment ça se fait? Comment on fait pour être dans ce double univers? C'est-à-dire qu'on peut difficilement s'en empêcher, même si on prétend tendre vers l'objectivité. Par exemple, Edgar Poe, dont on parlait, là, quand on parle de Scheherazade, des 10 001 nuits, là, je fais référence à Edgar Poe dans le livre parce qu'à un moment donné, donc, il s'est posé cette question, voilà, si Scheherazade vivait à l'époque actuelle, quel serait le 1002e conte qu'elle pourrait raconter? Et puis, elle parle de la réalité du fait que lorsqu'on regarde dans l'univers, lorsqu'on regarde le ciel, il dit n'importe quel être ordinaire, un chien, un chat, un homme ou une femme, voit des millions d'années dans le passé. Et là, le roi, le sultan, lui dit mais c'est impossible, c'est trop. Et donc, elle ne passe pas la nuit prochaine, elle trépasse. C'est trop, parce que la réalité dépasse la fiction. Or, avec l'imaginaire qu'a développé Edgar Poe, qui s'intéressait à la science et qui l'a combiné à l'imaginaire, il est le premier à comprendre que l'univers a une histoire. Il écrit une histoire, et en écrivant l'histoire, il découvre que l'objet dont il parle, qui est l'univers, est une histoire. C'est lui, dans un livre qui s'appelle Eureka ou un poème en prose, qui comprend que s'il fait nuit la nuit, c'est que la lumière des plus lointaines étoiles n'a pas eu le temps de nous arriver. Si elle n'a pas eu le temps de nous arriver, c'est qu'il y a un temps limité pour qu'elle voyage, donc que l'univers a eu un commencement, et il faudra des décennies et des décennies pour démontrer qu'il avait complètement raison. Alors là, ça pose la question, c'est de savoir, mais l'imaginaire, la capacité d'une vision entre guillemets poétique, où on se libère de toute forme de limitation de l'esprit, permet d'avancer loin.
Emmanuel Kant, pour donner un autre exemple, est le premier à avoir compris que la Voie lactée était faite d'une galaxie qui tourne sur elle-même, mais qui est si grande qu'on ne la voit pas bouger. Il a compris qu'elle était plate parce qu'elle tournait. Il a compris comment était né le système solaire. Tout ça en libérant son imaginaire. Et donc, le défi pour un scientifique d'aujourd'hui n'est pas uniquement de maîtriser la technologie d'un cryostat qui permettra de faire qu'un télescope sera parfaitement contrôlé, de mesurer la tâche de diffraction d'une image, etc. Pas non plus uniquement de connaître les mathématiques les plus sophistiquées pour savoir déployer la logique jusqu'aux limites de ce qu'on peut faire, mais aussi être capable de défricher des nouvelles terres par l'imaginaire, par la poésie. Et les scientifiques ne doivent pas abandonner ce côté-là. Ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect, bien sûr, c'est que pour que ce soit digeste, pour que chacun de nous puisse intégrer l'histoire de la science et de l'univers, il faut que ça nous parle. Il faut que ça nous parle. Là, mais est-ce que finalement Einstein lui-même n'a pas à un moment donné, pour découvrir la théorie de la relativité, su lâcher son imaginaire sur des questions que tout le monde, autour desquelles tout le monde tournait depuis des siècles? Exactement. Ce qui est très fort chez Einstein, c'est que, par exemple, il raconte souvent cet exemple du fait qu'il a imaginé enfant, qu'il s'est posé la question de savoir comment il verrait le monde s'il voyageait assis sur un photon. Bon, n'importe qui d'autre se serait dit, ça c'est une histoire d'enfant, ça n'a pas de valeur scientifique au regard de toutes les théories des plus grands savants du moment. Ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il s'est dit non, mon idée de l'enfant assis sur un photon, je vais la suivre, et il l'a déployée dans des concepts mathématiques et il a complètement révolutionné notre vision. Il n'a pas lâché le regard de l'enfant. Et ça, je pense que c'est effectivement une leçon intéressante. Est-ce que c'est ça, en fait, la clé aussi de ce livre, hein, les 10 000 et une nuits de l'univers, où vous racontez l'univers comme une série de contes? Alors, je rassure tout de suite les auditeurs, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 10 000 et un conte, mais il y en a un certain nombre quand même, je ne les ai pas comptés d'ailleurs. Parce qu'à la fin de chaque chapitre, où vous racontez un conte, sur un conte scientifique, hein, j'entends, sur une partie ou sur un élément de l'univers ou sur un aspect que vous voulez illustrer, ça se termine par « et ça, c'est une autre histoire », c'est-à-dire qu'on est renvoyé sur autre chose. Oui, ben c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Moi, il y a 3 semaines, j'étais à une conférence scientifique. On arrive à la conférence scientifique avec certaines connaissances. Le télescope spatial James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021, jour de Noël, a fait d'observations. On commence à décortiquer ce qui s'est passé. Et puis, les scientifiques aboutissent à des conclusions inattendues. Et là, on se rend compte que finalement, là, une des conclusions qui est arrivée, c'est le fait que les trous noirs galactiques semblent jouer un rôle plus important que ce qu'on pensait au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc, la conclusion de notre conférence, c'est du même ordre, du type, mais ça, c'est une autre histoire. On a quasiment conclu le dialogue final comme ça, d'un air de dire, maintenant qu'on a vu qu'on avait ouvert à une nouvelle question, cette question a ouvert à une nouvelle question, nous allons devoir travailler encore pendant toute l'année suivante nos modèles, nos observations, etc., pour lorsque nous allons nous retrouver dans cette conférence internationale, clarifier ce point-là pour passer à un autre. Et on s'aperçoit que chaque question ouvre à une nouvelle, exactement... Mais c'est infini. C'est infini. Ouais. C'est infini, mais de la même manière que lorsqu'un explorateur monte l'Everest, son point de vue s'amplifie, il voit de plus en plus loin, et il voit à quel point il existe une terre qu'il n'a pas à explorer. Alors on peut dire qu'il en sait plus, ou inversement, on peut dire qu'il sait mieux ce qu'il ne sait pas. Et donc il sait mieux que son niveau d'ignorance est grand. Alors parfois c'est mal compris par les gens qui nous écoutent. Quand on dit, voyez-vous, notre niveau d'ignorance, nous en parlons, nous savons que nous ne savons pas ça et ça, et beaucoup nous disent parfois, si vous ne savez pas, mon avis vaut aussi bien que le vôtre. Mais non, nous on ne sait pas parce qu'on est monté d'un cran dans la connaissance, et on ne sait pas pour des raisons qui s'expliquent logiquement. C'est ce que Nicolas Decluse appelait la docte-ignorance. Pourtant, David Elbaz, vous dites, et dans votre livre, c'est ce que j'ai lu au début de cet entretien, vous dites qu'on vit
un âge d'or de l'astrophysique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, actuellement, d'une profusion d'informations. Est-ce que vous arrivez à savoir un peu où donner de la tête avec toutes ces informations qui arrivent quasiment tous les jours? Oui, alors en fait, même plusieurs par jour. Ouais. Moi-même, je suis sur les news des journalistes, des fois des articles que je n'ai pas vu passer, qui me racontent telle ou telle découverte sur tel phénomène astrophysique. Alors, le livre s'appelle Les 10 000 et une nuits de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'en octobre 1995, c'est-à-dire il y a 10 000 et une nuits à peu près, a été découverte la première exoplanète. Bon. Depuis, on est à peu près à 5300. Exoplanète, c'est une planète extérieure Voilà, au une système... planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Voilà. Et qui pourrait potentiellement être une planète habitable, c'est-à-dire qui pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Enfin, toutes les exoplanètes ne sont pas potentiellement habitables, mais certaines. Et donc, l'exploration d'autres mondes, après Christophe Colomb, voilà, maintenant on a exploré toutes les terra incognita sur Terre, on ne connaît pas le fond des océans parfaitement bien. Maintenant, on explore d'autres terres. Bon, depuis octobre 95, on est parti dans cette quête-là. Décembre 95, on a eu l'image la plus profonde à l'époque de l'univers qui nous montrait toute l'histoire de la naissance des formes dans l'univers. Et depuis, pendant ces 10 000 et une nuits, à peu près 25 ans, les découvertes scientifiques se sont déroulées à un rythme qu'on n'avait jamais connu avant. Personne n'aurait imaginé qu'on allait si rapidement voir l'image de l'ombre d'un trou noir, qu'on allait capter des molécules dans l'atmosphère de planètes qui tournent autour d'autres étoiles, comme on est en train de le faire en ce moment, qu'on allait voir les germes des galaxies qui sont juste après le Big Bang, qu'on allait capter des ondes faites par des collisions de trous noirs qui ont fait une distorsion de l'espace, qui sont passées, qui nous ont comprimés et dilatés d'une toute petite fraction d'atomes, et qu'on a capté. Tout ça s'est fait à un rythme pas possible et ça continue. On vient de lancer un satellite à 10 milliards de dollars qui est en train de bouleverser pas mal de choses dans le champ de la connaissance. On va envoyer bientôt 3 satellites en formation pour mesurer les distorsions de l'espace-temps. Demain, en mois de juillet, on va envoyer un satellite pour mesurer la matière noire, l'énergie noire. Ça se fait à une vitesse extraordinaire. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que quand on pointe nos instruments d'observation d'optique ou de mesure sur l'univers, en gros, plus on regarde loin, plus on remonte le temps. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire que plus c'est loin, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont actuellement, on voit les choses telles qu'elles étaient il y a des millions d'années. Oui. Alors, ce qui est magnifiquement résumé par Georges Lemaître, qui est celui qui était à la fois un abbé et un grand scientifique. Découvreur du Big Bang. Qui est le découvreur du Big Bang. Ouais. Et à un moment donné, donc, il découvre le Big Bang en 1927. Et puis, dans un article qu'il écrit plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, il reprend la phrase de Descartes, Mundus est fabula, le monde est une fable, le monde est une histoire. Et il ajoute que chaque génération s'efforce d'améliorer. C'est un peu ça aussi la source de ce livre, c'est que il se rend compte que l'univers est un livre d'histoire. On n'a pas accès au présent. On ne peut voir que le passé, puisque la lumière, effectivement, met du temps à nous arriver. Et donc, dès lors qu'on voit une galaxie qui est lointaine, c'est-à-dire une famille d'étoiles, une source de lumière dans le ciel, eh bien, on la voit telle qu'elle était bébé, alors que maintenant, elle est adulte. Et donc, on reconstruit l'histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, en fait, c'est la nôtre. Parce que finalement, toutes ces étapes, c'est celles qui vont conduire à ce qu'on arrive. Et donc, c'est un peu notre album photo de nos origines. Ouais. Donc, c'est un voyage dans le temps plutôt qu'un voyage dans l'espace. Voilà. C'est ça l'astrophysique, oui. d'une certaine façon. C'est pour ça que ça doit être raconté comme une histoire. Ouais. Et alors, ce que j'ai découvert dans votre livre, hein, moi je l'ai lu, alors c'est un livre magnifique. De temps en temps, il faut s'accrocher un peu, parce que c'est un livre qui est vraiment précis au niveau scientifique, etc. Et par contre, je vais essayer de sortir un certain nombre de choses qui me sont apparues en tant que lecteur lambda. Et alors, une chose qui est très claire du début à la fin de ce livre, c'est que l'espace entre les étoiles n'est pas vide. Oui. Voilà. Et ça apparaît dès le début, et ça change notre imaginaire des choses. Parce que pour nous, l'espace, c'est du vide, avec de temps en temps une petite étoile. Donc voilà, on pourrait voyager de l'un à l'autre. Et là, vous dites que l'espace est loin d'être vide. Oui.
C'est ça qui est fou. Et en fait, les scientifiques eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à accepter cette idée-là. Pour eux, d'abord, s'il y avait de la matière, elle ne resterait pas en suspension. Elle finirait par s'agglutiner, par faire des choses, des étoiles, des planètes. Et donc, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'il y avait de la matière entre les étoiles. Et d'ailleurs, Kant lui-même a dit la matière, elle a dû tout entière se recroqueviller, faire des systèmes solaires. Et alors, une façon de résumer, si je peux faire un petit détour, c'est qu'il n'y a pas longtemps, dans le journal, on a parlé de quelqu'un, un jeune homme, qui, chez lui, avait des tortues. Ah, vous allez dire, attendez, on parle de l'univers, vous me parlez d'une tortue. Mais il avait des tortues chez lui, et il s'est dit, c'est pas possible, elles parlent. Alors, il a consulté les ouvrages sur les tortues, les scientifiques sur les tortues, et les scientifiques lui ont dit non, les tortues, ça ne parle pas. Il dit oui, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elles émettent des sons, je crois qu'elles parlent. Bon, il finit par mener l'enquête, et non seulement il découvre que les tortues parlent. Et maintenant, c'est une science de l'étude du langage des tortues. On se rend même compte qu'il y a des tortues qui parlent différemment selon les endroits où elles sont. Et alors, moi j'appelle ça le syndrome de la tortue qui parle. Pourquoi ? Parce que en fait, vous êtes chez vous, le savoir partagé par les plus grands savants vous informe qu'une tortue, ça ne parle pas. Et même si vous voyez une tortue qui parle, vous pensez qu'elle ne parle pas. Eh bien, lorsqu'un scientifique s'est penché sur les mouvements de certaines étoiles dans le ciel, il a vu du calcium qui flottait entre nous et les étoiles. Il en a eu la preuve matérielle. Il a entendu une tortue qui parle quelque part. Il est allé voir ses collègues, ils lui ont dit non, les tortues ne parlent pas. En d'autres termes, il n'y a pas de calcium entre les étoiles, etc. Et donc pendant des décennies, on n'a pas cru ce type. Et il s'appelle Hartmann. Et il a fallu attendre des décennies et des décennies pour que d'autres observations finissent par convaincre les gens qu'il y a de la matière entre les étoiles. Or, cette matière, c'est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que c'est la vitalité de l'univers qui est en jeu, puisque cette matière, c'est le sang de l'univers. C'est-à-dire, c'est ce grâce à quoi l'univers va pouvoir engendrer des nouveaux mondes, des nouvelles planètes, des nouveaux soleils. Au moment où je vous parle, il est en train de naître environ 9474 étoiles à chaque seconde dans l'univers observable. Oui, parce que les étoiles naissent. Elles naissent. Vous en parlez comme des êtres vivants. Exactement. C'est pas des êtres vivants, mais effectivement, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Ouais. Et au moment où je vous parle, il y a une certaine vitalité. On peut parler d'un métabolisme. Nous, en tant qu'astrophysiciens, nous étudions le métabolisme de l'univers, c'est-à-dire le rythme auquel naissent les étoiles dans les galaxies. Est-ce qu'elles sont moribondes, elles sont en pleine forme, l'adolescence, etc. Mais alors, David Elbaz, c'est quoi exactement cette matière interstellaire ? Elle est composée de quoi ? Alors, elle est composée en majeure partie d'hydrogène, l'atome le plus simple, un proton, un électron, quelques petits grains d'hélium, des molécules d'hydrogène moléculaire, de monoxyde de carbone, certaines molécules un peu plus complexes qui ressemblent aux acides aminés qui sont à l'origine de la vie, des grains de poussière interstellaires sur lesquels vont naître de nouvelles molécules avec des petites proportions. Tout ça flotte dans l'espace, sous l'effet de la gravité fait des grumeaux, et puis engendre de nouveaux mondes. Ouais. Alors quand j'ai lu ces aspects-là, j'ai eu moi, parce que des images comme ça qui m'arrivent, j'ai pensé tout de suite à une espèce d'élevage hors sol de salades. Donc voilà, ça serait un peu les étoiles seraient un peu comme des salades, ça vaut ce que ça vaut. Et puis il y a une espèce de substance hors sol, parce que c'est pas vraiment de la terre, qui les nourrit. Oui. Et qui les fait exister, qui leur précède. Alors, de temps en temps, à certains endroits, ça fait des petites salades, de temps en temps, ça fait grandes salades, de temps en temps, il y a un peu plus. Et on a l'impression que ça. Est-ce que c'est finalement une vaste serre agricole, l'univers ? Alors, c'est une bonne question que vous posez, parce que imaginez que maintenant, vous vous promenez dans la nature, vous êtes dans le désert, et puis vous voyez votre champ de salade. Donc, vous allez avoir des petites salades, des grosses salades, etc. Quelle est la question que vous allez vous poser ? Vous allez vous dire, OK, je comprends que la salade se nourrit des éléments nutritifs qui sont autour d'elle, mais il faut de l'eau. Il faut nourrir, il faut amener quelque chose. Et donc, vous allez imaginer qu'il y a une nappe phréatique. Vous allez vous rendre compte que s'il y a une oasis comme San Pedro de Atacama, dans le désert de l'Atacama au Chili, c'est qu'il y a de l'eau en dessous. C'est qu'il y a de l'eau qu'on ne voit pas qui nourrit. Sinon, il ne pourrait pas y avoir ces salades en plein désert. L'univers, c'est un désert cosmique, avec des vastes espaces quasiment vides. Et on voit toutes ces salades qui poussent, toutes ces étoiles qui poussent dans des galaxies. C'est donc qu'elles sont nourries par une sorte de nappe phréatique cosmique. Et c'est ça, l'une des découvertes les plus étonnantes dont je parle dans le livre, qui est la plus belle pour moi, c'est qu'il existe une nappe phréatique cosmique, c'est-à-dire des rivières souterraines qui nourrissent
les galaxies qui font que les salades poussent, c'est-à-dire que les étoiles poussent. C'est-à-dire que tout est connecté, que le fait que tout soit séparé et qu'on vive dans un monde d'un grain qui est séparé des restes, c'est une illusion. Quand on regarde dans l'invisible, quand on plonge dans cette nappe phréatique, on se rend compte que tout est interconnecté. Ouais. Quand on lit votre livre, David Elbaz, on change de vision de l'espace, Oui. complètement. On a vu cette histoire de temps, d'espace, plus on regarde loin, plus on regarde en avant, donc finalement on ne voit pas la réalité des choses. On voit cette histoire d'interconnexion et de matière interstellaire. Et puis il y a tout un vocabulaire dont vous parlez, par exemple. J'ai appris que les étoiles naissaient dans des rivières. Oui. Il y a un flux, il y a des rivières spatiales qui donnent naissance à des... Oui. Voilà. Il y a de l'écume aussi. On en reparlera. Oui. L'écume, c'est formidable. Oui. Mais, donc, c'est quoi ces rivières dans lesquelles naissent les étoiles? Alors là, celles-ci, donc elles ont comment dire, de rive à rive, la rivière mesure une fraction d'année-lumière. Une année-lumière, c'est 10 milliards de kilomètres. Et ce sont des espèces de filaments dans lesquels, effectivement, on s'est aperçu. Alors ça, c'était pas une théorie, c'est juste qu'on a utilisé nos télescopes. On a regardé dans l'invisible grâce au domaine de l'infrarouge, grâce à les télescopes. Et puis là, on a vu ces petites rivières, et dedans, on a vu des petits points de lumière plus intenses, qui se sont révélés être, nous on appelle ça des proto-étoiles, ou des cœurs préstellaires, qui sont des... Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle des cœurs préstellaires, c'est-à-dire des concentrations de matière qui vont devenir une étoile, et qui sont localisées dans ces rivières. Donc en fait, on s'est aperçu que les étoiles naissaient là-dedans. Alors comment sont nées ces rivières? Elles sont nées du fait qu'il y a une très grande agitation dans l'espace interstellaire de cette matière, et qui engendre ces petites rivières. Et effectivement, quand une étoile naît, elle naît systématiquement, quasi systématiquement, dans un de ces courants-là, que j'appelle des rivières célestes. Et c'est une des découvertes assez récentes qu'on ne savait pas du tout avant. Ouais. C'est-à-dire que les étoiles naissent dans ce flux, en fait. Oui, dans un flux. Il y a un flux de matière qui arrive, et puis elles sont donc et d'ailleurs, certaines de ces rivières, il y en a une en particulier, dans la nébuleuse d'Orion, elle a la forme exacte d'une île vue du ciel. Alors c'est une coïncidence, mais il se trouve que la nébuleuse d'Orion, pour les Égyptiens, était associée au dieu Osiris, qui est à l'origine de la fertilité du Nil. Et donc, c'est assez amusant. Mais effectivement, voilà, cette matière, elle coule, elle nourrit l'étoile qui tourne sur elle-même, et puis qui finit par allumer les réactions nucléaires et devenir une véritable étoile. Mais là, on touche du doigt David Elbaz. Je rappelle votre livre, Les 10 000 et une nuits de l'univers, édition Odile Jacob. On touche du doigt cette relation entre l'imaginaire et la physique, parce que il est bien évident que ce ne sont pas des rivières, qu'il n'y a pas de rivières dans le... Mais vous faites appel à une image, à un rapprochement, donc quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la poésie, en tout cas de l'imagination. Et cette image, on a l'impression que cette image vous amène à imaginer d'autres choses, et que vous allez pousser jusqu'au bout cette image. Vous allez dire, les rivières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la salade, vous êtes parti là tout de suite. Les rivières, autour des rivières, il y a ça, il y a machin. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il y a la température de l'eau, il y a des choses. Et ça va vous donner des idées pour aller chercher des choses nouvelles, des paramètres nouveaux, et peut-être pour faire des calculs nouveaux. Exactement. En fait, vous avez tout à fait raison, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est souvent une reconstruction a posteriori de comment une idée a émergé, comment un savoir s'est construit. On va dire, par exemple, la loi de la gravité, c'est le fait que la Terre est attirée par le Soleil, et si la Terre était un peu plus loin, elle ressentirait moins d'attraction, et puis on donne une formule. C'est très difficile à comprendre, parce que ça arrive comme ça, à brûle pour point, alors qu'en réalité, toutes les idées scientifiques, ou la plupart des idées scientifiques qui ont été novatrices, elles sont passées par des analogies pour arriver. Lorsqu'Einstein a imaginé sa théorie, il a fait l'analogie entre quelqu'un qui est dans un ascenseur et la gravité. Toutes on connaît, par exemple, pour comprendre les circuits électriques, on a fait des analogies avec des circuits hydrauliques. Et ça nous a permis de comprendre, par exemple, que si vous regardez un circuit hydraulique, là où vous avez le plus petit goulot d'étranglement, c'est lui qui va vous définir la vitesse de l'écoulement, etc. Et donc, les analogies sont fondamentales. Aujourd'hui, les gens qui explorent les nouvelles théories pour aller au-delà de celles d'Einstein
passe par des analogies aussi. Ils vont faire l'analogie même entre multiples dimensions. Ils vont parler de processus émergents, de choses complètement folles. Et ça leur permet d'explorer des nouvelles voies. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Alors, on pourrait croire que c'est une digression. On pourrait se dire, vous parlez de rivière et de fleuve. Et en fait, non, ce sont à partir du moment où vous savez que c'est une façon de conduire votre imaginaire, de le guider vers des idées nouvelles, mais que vous ne prenez pas ça comme argent comptant, que ce n'est pas une théorie définitive, ben, c'est pertinent. C'est pertinent. Par exemple, un prix Nobel chinois a dit un jour en physique des particules, qu'il pense qu'il n'aurait pas fait les découvertes qu'il a fait s'il n'avait pas eu cette vision de sa culture chinoise qui l'avait amené vers certaines pistes. Chez les Chinois, par exemple, il n'y a pas 0 et 1, il y a un mélange du 0 et du 1 qui est possible, qui est un concept qui est très proche de ce qu'on voit dans l'infiniment petit. Et ça ne veut pas dire qu'il a utilisé le Tao Te Ching de Lao Tse pour écrire ce qu'il a trouvé. Mais c'est l'imprégnation. Il est imprégné. Voilà, d'une façon de voir les choses qui était différente et qui l'a amené à mettre des choses différentes. Et parfois, les analogies... il y a par exemple un physicien qui s'appelle Ted Jacobson, il y a une petite vidéo de lui qui est très technique, donc je ne recommande pas aux gens de regarder, mais pour moi qui m'a un peu troublé, c'est il commence un développement mathématique complexe, puis il arrive à une impasse. Alors n'importe qui s'arrêtera à l'impasse en disant je vais essayer de trouver une réponse à l'endroit de l'impasse, mais il se rend compte que c'est trop dur parce qu'il ne va pas pouvoir passer ce mur. Alors il prend un autre développement, il passe par une autre idée, il avance. Puis il arrive à une autre impasse. Et il se dit, mais si les deux, là, points où je suis arrivé, étaient connectés, par une raison ou une autre, c'est que l'un apportait la réponse à l'autre. Alors, je peux passer les deux. Et on se dit, mais mais sauf que, quand il passe les deux, il aboutit à quelque chose, à un résultat, qui est pertinent, qui semble répondre à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et alors là, il dit, voilà, je suis passé... par une analogie pour avoir une réponse. Ça me permet de me rendre compte, d'aller voir au-delà quelque chose qui est possible, et peut-être que demain on prouvera que c'est vrai. En attendant, j'avance. Et voilà. Allez savoir. Alors, David Elbaz, dans votre livre, j'ai aussi appris que les galaxies pouvaient saigner. Alors, rappelons qu'une galaxie, c'est un amas d'étoiles. Enfin, un amas d'étoiles qui baigne dans cette matière entre les étoiles. Voilà. Donc, elle saigne. Oui, c'est un peu... Il y a les mêmes phénomènes que, par exemple, si vous regardez au microscope une cellule, qui ressemble un peu, on va dire que ça va être une petite galaxie, eh bien, la cellule, elle peut vivre ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire qu'elle peut mourir, elle peut perdre de la matière. Une galaxie, parfois, par un excès de naissance d'étoiles et d'explosion d'étoiles qui se produisent, eh bien, elle se vide de sa matière interstellaire. Un peu comme une cellule qui se vide de ses entrailles, un peu comme si elle se vidait de son sang. Et il se trouve que on peut tracer cette matière en particulier par un atome, le fer, qui va apporter du fer dans l'espace entre les galaxies, qui est à l'origine de la couleur rouge du sang. Ouais, le fer qui est aussi, alors ça c'est assez fascinant, qui est la couleur du sang de la vie d'une certaine façon. Ouais. Oui. C'est vous qui avez découvert ça, alors, David effectivement, dans ma thèse, j'avais travaillé sur cette idée, sur effectivement les écoulements de fer et le fait qu'il y avait du fer dans l'espace intergalactique et d'où ça venait, etc. C'était mon sujet. Ça vous a valu d'ailleurs un épisode que vous racontez dans votre livre, j'allais dire dans votre recueil de contes, où vous pouvez nous dire en 2 mots, enfin vous vous êtes senti, il y a eu un certain malaise, parce que justement, vous apportiez quelque chose que vous aviez peut-être travaillé, je veux dire, avec des chiffres, etc., et puis peut-être imaginé. Et puis vous êtes retrouvé devant une communauté scientifique assez dubitative. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de fer, justement, qui étaient en dehors des galaxies. Et donc, ça voulait dire que les galaxies avaient dû, entre guillemets, beaucoup saigner. Elles avaient beaucoup... Or, pour que le fer sorte des galaxies, pour que la matière sorte des galaxies, il faut une force qui soit plus forte que la gravité. Et ça, ce sont les explosions d'étoiles qui font ça, ce qu'on appelle les supernovas. Mais donc, il fallait beaucoup de supernovas. Donc, il fallait qu'il y ait des formations d'étoiles énormes pour faire beaucoup de supernovas. Et donc, j'en étais arrivé comme ça, de fil en aiguille, à penser qu'il a dû exister une phase dans l'univers où les galaxies formaient leurs étoiles à un rythme effréné. Sauf que on ne voyait pas cette phase.
jusqu'au jour où est arrivée une galaxie. Dans le livre, je dis la galaxie qui a changé ma vie quelque part parce que ça a affecté ma carrière, dans le bon sens. C'est que cette galaxie était, elle n'était visible que dans l'infrarouge parce que toutes ces étoiles qui naissaient, on ne les avait pas vues avant parce qu'elles étaient cachées par la poussière. Et donc j'avais écrit un article pour raconter ça. Et puis je suis dans cette conférence et là il y a un grand professeur américain, je ne donnerai pas son nom, mais il s'appelle Léo Blitz, euh, qui, qui me dit, voilà, demain il y aura une table ronde sur cette galaxie-là, j'ai compris que vous aviez un modèle, etc. Venez, est-ce que vous êtes d'accord pour en parler? Moi j'avais un peu plus d'1 an de thèse, donc j'étais vraiment pas du tout un grand spécialiste. Et je dis d'accord. Et puis le soir, la veille au soir, il me dit, voilà, je dis comment ça va se passer? Il me dit, voilà, je vais vous poser une question et je pense que vous ne saurez pas y répondre. Et il me laisse. Alors je lui dis, mais attendez, vous allez me dire quelle est cette question? Il me dit non. Voilà, donc il était à table avec des amis dans le restaurant du lieu de la conférence. Bon, je suis resté planté là pendant je ne sais pas combien de temps. Il me regardait comme ça, il me disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben, j'attends. Il me dit, non, non, mais je ne vous le dirai pas. Et je ne bougeais plus. Au bout d'un moment, il a dit, dites donc, vous êtes têtu, vous, hein, je vais vous le dire. Alors, il me dit la question, qui était une question très compliquée, sur l'agitation de la molécule de monoxyde de carbone, un truc compliqué, qui mettait un doute sur mon explication. Je vais me rasseoir, et là, je suis assis à côté d'un professeur d'astrophysique qui, malheureusement, nous a quittés, qui s'appelle Jean-Pierre Chiez. Et il me dit alors, et je lui dis, je suis désolé, je le dis dans le texte, je lui dis, je crois que je suis dans la merde. Alors il me dit, raconte. Je lui raconte le truc et il me dit, je confirme. Voilà. Et donc le lendemain, voilà, je me suis retrouvé devant cet amphithéâtre de gens où il me pose cette question. Il me dit, voilà, je t'ai prévenu, voilà. Et puis j'arrive à m'en sortir. Et alors, voilà, bon, je laisse les gens le lire dans le livre, mais disons que ça a été pour moi un défi intéressant parce que c'était le baptême du feu. J'arrive à en sortir. Et alors, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment... c'est un peu comme une drogue pour nous, les scientifiques. C'est qu'il y a des moments où on est un peu enivré par toutes les questions auxquelles on est confronté. Et puis, on s'autorise à imaginer que tout est possible. C'est génial, parce que dans la vie de tous les jours, si je regarde une belle maison et que je n'ai pas les moyens de l'acheter, ça ne sert à rien que j'imagine que tout est possible. Je ne peux pas l'acheter. Mais dans notre domaine, on peut imaginer ce qu'on veut. Et donc là, je suis devant les gens et ils me posent cette question. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer son truc? Et là, je vois la galaxie dans l'air. Je la vois, je regarde et je commence à regarder autour. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois qu'elle est en collision avec d'autres galaxies, qu'elle est dans un amas de galaxies. Je commence à voir qu'elle a de la barbe, des lunettes, etc. Et donc, je décris ce que je vois. Et là, il y a quelqu'un dans l'assistance qui dit « c'est exactement ce que je pense ». C'était quelque chose de crédible et ça m'a sauvé parce que c'était une possibilité scientifique, etc. Et il se trouve que comme j'étais un jeune scientifique qui était confronté à ça et qui avait la directrice de mon institut, Catherine Cesarski, qui était là et d'autres, ils se sont dit, tiens, ce jeune, il en veut quelque part, et puis il raconte. Voilà. Et donc, je pense que ça a aidé pour que j'ai ensuite un poste de chercheur permanent. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes scientifiques, et qui est pas toujours... C'est qu'en France, les jeunes scientifiques, ils ont tendance à ne pas oser se jeter un peu, parce qu'ils se disent, tant que j'ai pas la preuve définitive, je peux pas dire quelque chose. Et donc, la seule chose qu'il faut pas dire, c'est je suis sûr de ce que je dis quand je me lance, mais se lancer en disant, voyez-vous, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr, c'est pas grave, on peut y aller. Les Américains, à l'inverse, ils le font très bien. Donc, quand vous avez un jeune Français dans une conférence qui est face à un jeune Américain, c'est pas un combat, mais n'empêche que les fonds pour avoir de l'argent, pour avoir un contrat, etc., c'est quand même un petit peu une compétition. Le jeune Français, même s'il est 10 fois meilleur ou si ce qu'il a trouvé est 10 fois plus intéressant que le jeune Américain, il peut passer inaperçu parce que l'Américain va venir, il va dire, moi, vous voyez, je pense ça. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'on apprenne. Et on n'a pas tellement ce réflexe. Mais alors, pour revenir à cette situation où vous étiez face à un aréopage de scientifiques et que... Alors, vous étiez dans une situation d'urgence absolue. Oui. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'avez pas su puiser dans votre cerveau, mais dans les fins fonds de votre cerveau, ce qu'il fallait pour vous en sortir? Parce que ça a fait rebondir votre carrière, ou ça l'a peut-être boosté complètement, mais ça aurait pu
une non-réponse, selon vous, aurait peut-être pu la freiner, voire l'arrêter. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, C'est comme si on se retrouve devant un rhinocéros qui vous charge, quoi. oui, mais en fait, ce qui est sympathique dans notre métier, c'est que vous avez le droit, un, à l'erreur, et deux, de dire que vous ne savez pas. Et voilà. Alors après, bien sûr, vous n'allez pas extraordinairement briller en disant que vous ne savez pas, mais ça ne va pas vous ruiner votre carrière. Ce qui ruine la carrière de quelqu'un, ça je l'ai vu faire, c'est quelqu'un qui va dire avec assurance une pseudo-vérité qu'il prétend avoir démontrée alors qu'il n'a pas vraiment fait le travail, ou bien qu'il va vraiment se tromper, malheureusement, voilà. Et là, la communauté risque de ne pas lui pardonner. C'est-à-dire donc c'est pour ça qu'on met toujours des petites pincettes en disant, voilà, à partir, dans l'état actuel de mes connaissances, et j'ai peut-être raté 2-3 choses, etc., voilà ce que je vois émerger, mais j'aimerais bien que vous, mes collègues, puissiez me dire si vous êtes d'accord. Donc là, ça passe. Si maintenant vous dites, voilà, c'est comme ça, vous pouvez avoir la une des journaux, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que si vous êtes planté, c'est qui tout double. Là, voilà, c'est qui tout double. Et j'ai vu certains scientifiques qui ont fait des choses, qui sont allés, qui ont survendu volontairement pour voilà. Et là, ça fait que les gens ne croient plus ce qu'ils disent après, parce qu'ils se disent, je ne sais pas si. Et donc, ils perdent leur crédibilité. David Elbaz, vous avez redoublé votre seconde. Oui, et pas que. Et vous avez redoublé votre terminale aussi. Exactement. Ouais, voilà. Ça va donner du baume au cœur. Oui. Parce qu'on peut devenir un très grand astrophysicien en ayant un peu raté, en tout cas, ses études secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de rêver le monde, ça, par contre, je l'ai commencé assez tôt. Et quand on rêve en classe, c'est pas ce qui est le plus efficace pour suivre. Ouais. Et donc, j'étais plutôt dans un mode où ce qui m'intéressait, c'était de développer un peu la créativité. Or, je ne me reconnaissais pas dans le système éducatif qui demandait de reproduire des choses à l'identique de ce qu'on attendait et de ne pas avoir d'esprit critique. Je suis désolé de le dire, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le système éducatif. Et en particulier, même en histoire géo, alors là, c'était là où ça se passait le moins bien, parce que, je vous donne un exemple, je me rappelle d'un prof qui m'avait dit, c'était sur Vichy, il m'avait dit, si vous tombez sur un vichiste au bac, vous passerez pas, vous aurez une mauvaise note. Parce qu'il transpirait dans ma copie que j'associais au récit historique une réflexion qui était un peu philosophique. Et là, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais alors, à quoi sert l'histoire si c'est pas pour qu'on en tire quelque chose ? Et or, l'histoire nous était enseignée comme des faits. Alors après, je ne veux pas critiquer tout prof d'histoire, mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, et donc je suis pas du tout dans la. Vous voyez, Einstein, par exemple, c'était un génie, et lui, voilà, à l'école, ça se passe pas très bien, mais c'était un génie. Moi, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout le type qui est génial et qui n'écoute pas parce qu'il a tout compris. Ça existe. Il y a eu des grands scientifiques comme ça. Moi, je suis pas du tout dans la catégorie des grands scientifiques. Je suis dans la catégorie du type qui rêve et qui comprend pas. Et je comprenais vraiment pas. Donc voilà, il m'a fallu. Je suis lent. Je suis très lent. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, un jeune qui nous écoute, voilà, et puis qui est pas forcément. Qu'est-ce que vous lui disiez, qui n'est pas forcément adapté au monde scolaire? Qu'est-ce que vous dites? Essaye de t'accrocher, ou alors fais ta voix de ton côté. Parce que finalement, vous avez quand même raccroché aux études universitaires. Vous êtes rentré à l'université, vous avez fait une thèse, vous êtes rentré dans le moule. Complètement. Oui, parce que j'avais pas de courage, j'avais pas la force que certaines personnes ont, comme j'ai un de mes deux fils le plus grand, il a fait des études, et l'autre complètement hors, et il est en train de créer, il a une créativité extraordinaire, mais il faut un courage extraordinaire pour sortir du cadre et créer, etc. Donc, ça, c'est très fort. Moi, je n'avais pas cette force-là. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas assez. Donc, c'est important pour les parents surtout d'avoir confiance dans leur enfant. Ça, c'est fondamental, de jamais lâcher ça. Alors, je sais que ça se fait. On dit oui, il faut peut-être pas faire ça, mais moi, je fais quand même. Il faut considérer que tout enfant est génial.
Moi, je pense qu'on est tous des génies. Franchement, on est tous des génies. Je crois. C'est la seule chose qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est qu'en fait, on a tout un tas de blocages qui empêchent la génitude de sortir. Ben, ça voudrait dire que les études doivent servir justement à nous enlever toutes ces écailles et à nous libérer l'esprit plutôt qu'à... Voilà, les études, ça nous permet de construire des choses. Ça apporte énormément d'éléments. Ça nous porte les lettres de l'alphabet, ça nous apprend à parler, à écrire, à compter, etc. Sinon, on ne peut pas communiquer avec l'autre, de bénéficier de la force de la société, de la force de la mémoire, de ce que les autres ont appris pour ne pas avoir tout à réinventer. Donc, mais aujourd'hui, sont en train de naître des nouveaux métiers qui sont complètement inimaginables pour tous nos enseignants et pour même nous. Et donc, les jeunes qui vont créer ça, ils vont partir de rien. Ils sont en train de créer ça de toutes pièces. Et donc, il faut croire en eux. Et ça, c'est pas facile. Moi, je vous donne un exemple. À nouveau, mon fils à l'école était un peu différent. Et donc, les enseignants me disaient, écoutez, nous, on doit traiter tout le monde de la même manière. Et cette idée qu'en France, on a de égalité, fraternité, c'est-à-dire qu'on est censé être égaux, en fait, on doit avoir des chances égales, mais on n'est pas égaux. Et donc, l'idée d'accepter qu'on soit différent et que ce soit une force, ça, c'est quelque chose qui manque, à mon avis. On est tous différents. Et voilà. Donc, je pense que dans la recherche scientifique et même dans l'histoire des prix Nobel, on s'aperçoit qu'il y a des prix Nobel qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus grand QI, qui ne sont pas nécessairement les plus grands génies, mais qui vont avoir la ténacité de s'accrocher à ce petit détail qui flanche, à se dire, mais je veux comprendre ce truc-là, et qui vont passer des jours et des nuits. Par contre, ça, oui, on ne peut pas réussir sans bosser beaucoup. Ça, par contre, ça semble être une constante que j'ai, malheureusement, ça serait bien, mais je pense qu'elle est inévitable. Et donc, on voit des prix. Donc, aujourd'hui, si un jeune se dit qu'il veut faire, que ce soit de l'astrophysique, par exemple, il faut qu'il travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il imagine comme beaucoup, il faut qu'il le multiplie par 2 pour voir ce qu'est la vraie réalité de ce qu'il faut faire. Et là, tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Alors, David Elbaz, on va revenir un petit peu dans les étoiles. Et j'ai aussi découvert dans votre livre, avec une certaine angoisse, que Andromède, la galaxie d'Andromède allait percuter notre galaxie. Notre galaxie, c'est donc la Voie lactée. Donc, nous allons être percutés dans un avenir pas si lointain, d'ailleurs, par Andromède. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, qu'est-ce que c'est que ces deux galaxies et qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, Andromède, c'est une galaxie qui ressemble un peu à la nôtre, qui est un peu plus grande, qui est une galaxie qu'on dit spirale. Elle a cette forme, un grand disque avec des bras en spirale. Et les galaxies bougent dans l'univers. Elles flottent, elles se déplacent très vite et elles se croisent. Et elles ont des collisions, elles fusionnent les unes avec les autres. C'est courant, on en voit se produire des collisions au moment où je vous parle dans l'espace. Alors, ce qui se passe, c'est que les étoiles sont si loin dans la galaxie qu'il n'y a jamais de collision entre étoiles, des étoiles comme le Soleil. Pour vous donner une idée des distances, l'étoile la plus proche de nous s'appelle Proxima du Centaure. Il faut 4 années et 2 mois à la lumière de Proxima du Centaure pour nous arriver. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne me rends pas compte de cette distance. Mais si le Soleil avait la taille d'une balle de ping-pong et Proxima du Centaure avait la taille d'une balle de ping-pong, eh bien, le Soleil serait ici dans ce studio, Proxima serait au milieu de la place Saint-Pierre à Rome. Donc ça serait quand même loin, à peu près 1200 km. Donc la probabilité que ces 2 balles de ping-pong se cognent est très très faible. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque Andromède va rencontrer notre galaxie, la Voie lactée. Elles vont s'interpénétrer. Aucune collision ne va se produire parce que les balles de ping-pong vont passer à côté. Et parce qu'une balle ping-pong de quelques centimètres, c'est rien par rapport aux 1200 km. Et elles vont finir par faire une seule et unique galaxie. Alors on l'appelle l'Actomède. On a mélangé les 2 noms. Et voilà. Alors au passage, la matière qui est entre les étoiles, elle va tomber dans le trou noir central de notre galaxie, qui va fusionner avec celui d'Andromède, et va réveiller ce trou noir, qui va devenir de plus en plus lumineux, parce que la matière, quand elle tombe dans un trou noir, elle devient lumineuse. Ça va faire probablement ce qu'on appelle un quasar, et donc on va vivre un feu d'artifice, quelque chose qui peut être joli, mais c'est dans quelques milliards d'années. C'est dans quelques milliards d'années, voilà, oui, c'est ça. Donc on a encore un petit peu de temps. Juste pour rappeler un peu les choses, alors il y a
dans votre livre, il y a des illustrations magnifiques avec beaucoup de couleurs qui sont des interprétations à partir de calculs et des vues aussi des grands télescopes. Hubble, James Webb, etc. Et donc tout ça, c'est absolument magnifique. Mais rappelez-nous, quand même, une galaxie, c'est combien d'étoiles? Alors, une galaxie comme la nôtre, c'est à peu près 200 milliards d'étoiles. Ouais. Et donc, les galaxies en moyenne, elles ont environ 100 milliards d'étoiles. Et on estime, dans la partie qu'on peut observer de l'univers... Et il y en a qui naissent en permanence. Des étoiles? Oui. Oui, Oui. oui, tout à fait. Il y en a en permanence. Ouais. Alors, dans chaque galaxie, il y a certaines galaxies qui vont donner naissance à leurs étoiles avec une efficacité beaucoup plus grande que d'autres. Donc là, elles n'ont pas toutes la même vitalité. Et dans le passé, les étoiles naissaient avec un rythme plus intense qu'aujourd'hui, parce que les galaxies étaient plus jeunes, il y avait plus de matière interstellaire, plus de sang. Voilà, donc, et on estime qu'il y a environ un peu plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ouais. Et alors ces galaxies, ça sera ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre entretien. Bon, je renvoie nos spectateurs, auditeurs, youtubeurs et à votre livre, hein, les 10 000 et une nuits de l'univers, paru chez Odile Jacob. Donc cette galaxie, elle a une forme particulière, c'est un disque. Hein. Oui. Et ça, vous l'expliquez aussi. Oui. D'ailleurs, c'est su depuis... Ça fait très longtemps qu'on Alors, le sait. Voilà, on sait depuis très longtemps que notre galaxie a une forme de disque qui tourne avec des bras en spirale, des bras spiraux. Ce qu'on ne sait que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que cette forme-là, elle a été en place dans l'univers quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. On ne pouvait pas le savoir avant parce qu'il fallait un télescope comme le télescope spatial James Webb pour le voir. Ça révèle le fait que cette forme-là de la galaxie soit présente dans toute l'histoire de l'univers, révèle le fait que ça joue un rôle fondamental dans les naissances de nouveaux mondes, de nouvelles étoiles avec leurs planètes. Et c'est ça qui est pour moi le plus remarquable, c'est que cette galaxie, elle tourne sur elle-même. Nous, au moment où je vous parle, on tourne à 860 000 km/h autour du centre de la galaxie. Et ce faisant, on engendre des vagues. On engendre des vagues dont l'écume, ce sont ces régions où naissent les étoiles et qui vont donner naissance à de nouveaux mondes. Et donc nous-mêmes, nous sommes nés dans l'écume des vagues d'une galaxie dansante. Et ce mécanisme-là est une forme de régulation du rythme de naissance des étoiles et nouveaux mondes qui a perduré pendant toute l'histoire de l'univers et qui fait que les choses ne se font à un rythme relativement régulier, alors que s'il n'y avait pas cette danse des galaxies, tout tomberait d'un coup du fait de la gravité. Et ça, c'est quand même naturellement poétique. Ouais. J'aurais tendance à dire, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, bon, il y a des tas de choses, mais enfin, pour avoir la réponse, notamment sur les écumes, on n'a pas pu en parler encore, mais sur l'écume et le rôle de l'écume dans le cosmos et de tas d'autres choses. Donc, je vous renvoie à ce livre, hein, les 10 000 et une nuits de l'univers. Merci, David Elbaz, d'être venu au micro de Pile-Poule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.